peine de vous le repasser. On est sur 3 quarts d'heure, donc il y a le temps de dire des choses. Bienvenue pour cette deuxième table ronde dont l'intitulé est « Peut-on encore être un écrivain engagé ?» Après l'autre table, on se complète dans les thématiques. Juste avant de commencer cette table ronde, Marlène Schiappa voulait intervenir et vous dire un petit mot. Donc, s'il vous plaît, Marlène, je vous en prie, qui est à l'initiative de cette grande journée avec Roselyne Bachelot. Merci beaucoup. Merci. Le masque. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très simplement, en une minute, vous dire à quel point on est extraordinairement heureux de vous voir et de voir que l'auditorium se remplit peu à peu, avec également certains et certaines d'entre vous qui sont derrière aux dédicaces en train d'acheter des livres et ils ont bien raison de le faire. Et remercier très chaleureusement les écrivaines et les écrivains qui sont là avec nous. On a l'immense chance d'avoir un panel incroyable et d'avoir réuni sur scène des personnes d'un immense talent. Je ne suis pas quelqu'un de facilement impressionnable, mais je suis quand même un tout petit peu intimidée. Donc je vais vous laisser profiter et vous remercier intensément parce que je crois que le livre fait vraiment partie de la construction du citoyen et c'est pour ça que le président de la République a voulu faire en sorte que la lecture ce soit un temps important de cette dernière année de quinquennat. Donc je remercie la BNF de nous accueillir, Anne-Marie de mettre son immense talent qu'on connaît à disposition de ce bel événement pour mettre en valeur les romanciers comme elle qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc profitez bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Merci. Alors sur cette scène, vous pouvez reconnaître 3 grands écrivains qui, au moins une fois, se sont engagés dans leur œuvre en embrassant une cause ou en mettant en lumière un homme, une femme, des familles, des parcours. Leïla Slimani, ici, prix Goncourt 2016, pour une chanson douce, va évoquer Le pays des autres, dont le 2e volume de la trilogie est sorti le 3 février. David Fuenquinos, ici à ma gauche, cartonne lui aussi en ce moment avec son livre numéro 2, dans lequel il met en scène le double fictionnel du petit garçon qui est arrivé en demi-finale du casting de Harry Potter. Mais c'est surtout sur Charlotte, si ça ne vous ennuie pas, il est d'accord sur ce point-là, que nous allons nous attarder. Charlotte qui lui a valu le Renaudot, le Goncourt des lycéens en 2014, et nous allons un peu aller vers cette femme, cette artiste peintre qui a été assassinée très jeune alors qu'elle était enceinte à Auschwitz. Le cadet de la bande, mais pas le moins talentueux, qui est le prix interallié de cette année, Mathieu Palin, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « T'arrêtes pas de courir », qui raconte l'histoire de Toumani Coulibaly, un coureur assez talentueux de 400 mètres notamment, et qui avait la drôle d'idée, et on ne comprend toujours pas bien pourquoi d'ailleurs, alors qu'il courait en journée sur des pistes, la nuit faisait des braquages. Pour planter le décor en une phrase, est-ce que vous pourriez me dire chacun, assez rapidement, qu'est-ce que c'est selon vous qu'être un auteur engagé, et vous sentez-vous des auteurs engagés? Qui veut commencer? Normalement, ça fonctionne. Bonjour à tous. En fait, à mon avis, c'est le sujet de toute la rencontre. Je ne pense pas que ce soit facile de répondre à cette question en une phrase. D'ailleurs, l'intitulé de la rencontre qui est « Peut-on encore être un écrivain engagé aujourd'hui ?» Moi, je me pose la question, pourquoi encore? Enfin, pourquoi on ne le pourrait plus aujourd'hui? Et est-ce qu'on a vraiment pu l'être hier? En tout cas, pour moi, l'engagement, il est moins dans la thématique de notre travail, il est moins dans les sujets qu'on choisit de traiter, que dans l'engagement en réalité pour la littérature, que dans l'engagement dans ce travail, dans le fait de consacrer sa vie, toute son énergie à cette passion, à la transmission, à écrire des livres, mais ensuite à en parler, à être là face à vous. Donc pour moi, c'est ça l'engagement. C'est d'abord l'engagement à vouloir être passionnément, totalement et absolument un écrivain. Mathieu? Bonjour. C'est un rappeur, Youssoupha, qui dit qu'il n'est pas possible de faire du rap sans prendre position. Et je pense que ça se transpose assez facilement à la littérature. Parce que c'est prendre un point de vue, d'écrire. Et prendre un point de vue, c'est prendre position. C'est choisir de regarder le monde avec un
un œil qui est déjà aiguisé. Et je ne peux pas parler pour il y a autant d'auteurs qu'il y a de littérature, et, en tout cas pour ma part, d'essayer de raconter des histoires contemporaines qui racontent un petit morceau de la France dans laquelle on vit. Ça n'a rien à voir avec un tract politique, mais c'est une manière aussi de prendre position sur le monde dans lequel on vit. David ? Oui, moi je suis assez d'accord avec ça, même si pour moi je me sens plus être un citoyen engagé qu'un écrivain engagé. C'est là peut-être que j'exerce davantage mon idée de l'engagement, ou en tout cas de proximité avec l'actualité et le monde contemporain et ce qu'on peut modifier. Pour moi, la littérature, ça a souvent été davantage un terrain d'échapper de moi-même, d'adultère de moi-même d'une certaine manière, et donc je revendique aussi beaucoup, l'idée d'écrire pour le divertissement, pour la légèreté. Donc il y a plein de moments où je me suis senti en littérature pas du tout engagé. Donc je vais quitter ce débat immédiatement. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces 2 minutes avec vous. Au revoir. Au revoir. Évidemment, j'ai fait certains livres engagés. Quand j'écris Charlotte, dont on parlera, pour moi, c'est un devoir de mémoire, c'est un engagement aussi pour aller chercher une artiste qui est oubliée, puisque l'engagement, on va très souvent l'associer à un engagement politique, mais il peut être sociétal, il peut être artistique, il peut être même dans des choses personnelles qu'on a, nous, à faire vivre et à faire partager. Leïla Slimani, diriez-vous qu'avec cette grande fresque historique que vous avez entreprise, Le Pays des Autres, donc on en est au 2e volume, il va y en avoir un 3e, donc c'est vraiment un travail de très longue haleine qui est architecturé. Est-ce que vous diriez que vous faites la voix de vos ancêtres, peut-être en particulier, de votre famille, de vos racines en général, et dans leurs combats notamment politiques et sociaux? Non, pas du tout. D'accord, merci. Voilà, non, je le vois pas du tout comme ça. Moi, justement, je me fais pas la voix de mes ancêtres. D'abord, ce livre est un roman, c'est une fiction, donc ce sont d'abord des personnages. Ouais. Et puis, je cherche pas du tout à dire que moi, je me ferai la voix du Maroc ou d'un certain combat. Ce qui m'intéresse, moi, en littérature, c'est les personnages. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est la poésie, ce sont les émotions, c'est le style. Je me méfie énormément de la littérature qui se voudrait engager. Je me méfie beaucoup, en tout cas dans l'espace qu'est le roman, d'un roman qui voudrait prouver quelque chose ou qui serait là pour, d'une certaine façon, développer une thèse. C'est pas du tout mon propos. Moi, je crois beaucoup à ce que disait Tchekhov, qui disait que le but d'un écrivain, ça n'est pas de parler du bien, du mal, de la mort avec des majuscules, mais c'est de mettre en scène des gens qui vont être confrontés aux questions du bien, du mal, de la mort, de ces choses-là. Pour moi, c'est en réalité peut-être plus le lecteur qui est engagé que l'auteur. J'essaye d'écrire des livres dans lesquels je pousse le lecteur à un moment ou à un autre à se poser des questions. Mais je ne lui impose, j'essaye en tout cas de ne jamais lui imposer de réponse. Ce qui est très différent de mon travail d'essayiste. Par exemple, Sexe et mensonges, on peut dire que c'est un livre engagé. C'est d'ailleurs tellement un livre engagé qu'il a donné lieu à la création d'un mouvement, puis d'un collectif, et qu'aujourd'hui, tous les jours, on milite à travers ce collectif pour la dépénalisation de la sexualité au Maroc et pour la dépénalisation de l'avortement. Donc ça, oui, c'est un livre que j'écris vraiment pour défendre une idée, une thèse, un point de vue. Mais le roman, pour moi, doit être d'abord un espace d'ambiguïté, de flou. Et finalement, le plus grand engagement, c'est de faire confiance à un autre être humain, de faire confiance à l'intelligence d'un autre être humain. C'est ce qui fonde aussi nos démocraties, c'est ce qui fonde la façon dont on fait société, l'idée de se dire que l'autre, peut-être qu'il ne pense pas comme vous, mais vous pouvez faire confiance à son logos, à sa rationalité, à sa capacité à penser à la même hauteur que vous. Donc c'est plutôt ça que j'essaye de faire dans mes romans, mais pas du tout d'écrire des romans qui seraient soutenus par une vision du monde, parce que j'en ai pas vraiment. Non, alors je me permettais de dire ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu inspiré, j'ai cru comprendre, de vos grands-parents. Et c'est vrai que vos personnages, quand ils sont développés, incarnent tous des pans de la société avec leur parcours, plus ou moins douloureux, plus ou moins joyeux, leur combat, leur chute, la manière dont ils se relèvent. Et c'était en cela que j'avais le sentiment qu'il y avait une manière d'engager vos personnages dans des rôles et qui incarnaient des choses dans lesquelles on pouvait se reconnaître, nous, lecteurs.
Oui, absolument. Après, ce que j'ai essayé de faire aussi, et d'ailleurs parfois mes personnages m'ont échappé, j'ai essayé de construire un personnage, par exemple dans le deuxième, qui aurait été une sorte de personnage de salaud. Et ben j'ai pas réussi, parce qu'en fait je me suis rendu compte d'une chose toute simple, c'est que je ne crois pas aux salauds absolus. Enfin, je pense qu'ils sont extrêmement rares, et qu'on finit toujours, en travaillant sur un personnage, par trouver une part de lumière. Finit toujours par retrouver une forme d'espoir. Et de la même manière, j'ai essayé de construire un personnage de héros flamboyant, et je n'ai pas réussi non plus, parce que il a fini à un moment ou un autre par se compromettre, il a fini par ne pas être tout à fait à la hauteur de ses idéaux. Et c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse, c'est une forme de tendresse et puis d'indulgence pour l'être humain dans ce qu'il a, à la fois parfois de flamboyant et en même temps de veule ou même de vil parfois. Donc c'est plutôt ça ma vision de l'humanité, et celle que j'essaye de faire transparaître dans mes livres. David, Charlotte relate donc le parcours de cette peintre, Charlotte Salomon, que peu de gens connaissaient avant que vous en fassiez l'héroïne de votre ouvrage, Charlotte, qui est donc une jeune femme qui était extrêmement talentueuse, extrêmement amoureuse, qui est morte très très jeune, à 26 ans, enceinte, à Auschwitz, assassinée par le système du Reich. Est-ce que la faire connaître au monde était pour vous une nécessité? Est-ce qu'il fallait que vous vous en empariez? Est-ce que vous aviez quelque chose comme un peut-être devoir envers elle, à partir du moment où vous l'avez rencontrée? D'ailleurs, comment l'avez-vous rencontrée? Alors, devoir peut-être pas, parce que c'est vrai que tout ça c'était improbable, on ne connaît jamais la destination quand on commence, quand on est ébloui par une rencontre artistique. Moi je sais que quand j'ai découvert son œuvre, elle m'a occupé entièrement l'esprit, elle m'a bouleversé, parce qu'effectivement à la fois son destin, je l'ai trouvée si puissante intellectuellement, et c'est vrai que j'étais animé pendant des années par le désir d'écrire sur elle, assez désespéré, c'est peut-être un peu fort, mais attristé de voir à quel point elle était méconnue, elle était oubliée. Pour moi, j'avais l'ambition peut-être un jour d'arriver à écrire sur elle, même si pendant des années j'y arrivais pas. Je pense que j'avais pas les armes littéraires pour l'écrire. Je pense que l'histoire était trop suffocante, trop difficile, donc ça a été un très très long cheminement. Et j'avais le fantasme de pouvoir un jour écrire sur elle, mais sans pouvoir imaginer que le livre aurait un tel écho. C'est-à-dire que oui, il y avait un devoir comme ça de la porter à la connaissance de certains lecteurs. Mais moi, j'étais persuadé, je sortais de certains livres comme La Délicatesse, qui avait été très, très grand public. J'écrivais un livre sur Charlotte d'une manière si particulière, en vers, un sujet très douloureux. J'étais persuadé au départ que ce livre serait confidentiel. Et donc, j'étais certain que... Voilà, mais c'était pour moi magique de me dire, même si 2000, 3000 personnes vont découvrir, grâce à mon livre Charlotte Salomon, ça serait extraordinaire pour moi. Le succès du livre a été au-delà de tous mes espoirs, et c'est vrai que ça reste... je crois qu'il ne peut pas avoir d'ailleurs quelque chose de plus fort et de plus beau dans la vie d'un artiste, de pouvoir être en capacité à un moment donné de mettre en lumière quelqu'un qu'on admire. Moi, j'étais au-delà de l'admiration, j'étais absolument obsédé par elle. Souvent, l'obsession, comment dire, ça peut se ressentir comme une sorte de pathologie un peu envahissante, alors que pour moi, je trouve que rien n'est plus beau que l'obsession, d'être comme ça animé par la fascination pour cette femme que j'estimais à la fois en tant qu'artiste et aussi en tant que femme de courage, qui a traversé tellement de souffrances, tellement de brûlures pour pouvoir s'extirper de toute cette folie et créer une œuvre incroyable, d'aller chercher au plus profond d'elle-même la beauté à un moment si douloureux de sa vie. Et c'est vrai que tout ce parcours de cette époque en 2014, qui continue d'ailleurs, je me sens toujours en 2014, pas physiquement certes, mais pour cette raison-là. Mais pour moi, j'étais, quand j'ai eu après le Goncourt des lycéens pour ce livre-là, ça a été vraiment comme si j'avais accompli vraiment le point parfait de ce que j'espérais ou je rêvais le plus au monde, parce que je trouvais qu'elle était aussi... pour les jeunes lecteurs aussi un exemple de quelqu'un qui traverse le mal-être d'une manière si profonde et qui transforme tout ça en allant chercher le meilleur qu'elle avait en elle-même. Et je trouvais qu'elle était un exemple bouleversant aussi pour les jeunes, pour aller chercher ça chez eux. Donc voilà, le devoir, il était là, mais je me suis jamais dit, tiens, ça va se passer comme ça. Mes ambitions étaient vraiment minimes. Et parce que je pense que quand on parle d'un engagement tout à l'heure,
je pense que même si on arrive à toucher une seule personne, je trouve que c'est déjà une sorte de miracle d'accomplir ça. Et ce qui est fantastique, c'est qu'au-delà de ce premier ouvrage, on a retrouvé sur les tables basses des salons chez les gens des livres qui représentaient ces tableaux. Il y a eu une exposition qui lui a été dédiée. Il y a eu son nom a été donné à des bâtiments, à des places, etc. Vous avez vraiment réhabilité. Ça, c'était vraiment incroyable. Hein. Effectivement, il y a une grande exposition à Nice. Effectivement, le livre est beaucoup étudié à l'école. Moi, il y a une anecdote que je trouve drôle, c'est que Charlotte Salomon, elle a quitté l'Allemagne à 21 ans. Et elle était réfugiée dans le sud de la France et à un moment donné, harcelée par son grand-père, elle va se réfugier dans un petit hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et c'est là que pendant 1 an et demi, dans une apnée folle, créatrice, elle va peindre son œuvre, qui est une œuvre à la fois aussi littéraire et empreinte de musique. Et moi, ce n'est pas du tout un livre de journaliste. Je suis allé plein de fois à Berlin ou dans le sud de la France pour ne rien faire. Juste pour être là, pour être devant, je ne sais pas, comme si on pouvait rencontrer le passé en étant simplement sur les lieux. Et j'allais tout le temps dans l'hôtel et la réceptionniste, elle me regardait comme un psychopathe. Elle me dit, mais c'est qui ce Fuentinos là? Je regardais la chambre numéro 1, je passais. Et puis oui, ça a été concret plus tard. Quand le livre est sorti, quand avec tous les journalistes, on a mis une plaque devant l'hôtel, que le livre est sorti dans le monde entier, que des Japonais sont venus voir cet hôtel. Je leur disais à chaque fois, allez voir la réceptionniste de ma part. Et je trouvais que voilà, c'était comme si rendre concret finalement cette expérience qui pendant des années pour moi a été totalement improbable, pas concrète, désespérée même par moments. Et puis finalement les choses se sont produites. Mathieu, votre premier métier, vous, c'est d'être reporter, d'être journaliste, d'être sur le terrain. Vous collaborez notamment à Libération, à la revue 21, qui donne vraiment de la place aux reporters, ce qui est assez rare aujourd'hui. Votre premier ouvrage, Sale gosse, nous plongeait au sein d'un service de protection judiciaire de la jeunesse. T'arrêtes pas de courir retrace le parcours de Toumani Coulibaly. Rien à voir avec les frères Coulibaly des attentats de 2015. Toumani Coulibaly a été champion de France du 400 mètres et braqueur limite pieds nickelés la nuit puisqu'il faisait des descentes dans des boutiques de téléphone, des pharmacies, des tabacs quasiment sous les caméras. Pourquoi vous vous êtes emparé d'un tel sujet, de ce garçon? Qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui? Expliquez-nous. Alors, pour le premier, j'aurais de quoi répondre parce que je m'étais vraiment emparé d'un sujet. Alors, je vous en prie, allez-y. Mais en fait, pour le premier, c'était l'histoire d'un... Sale gosse, le premier ouvrage. L'histoire d'un gamin de 15 ans, adolescent, qui sombre assez rapidement dans la délinquance et qui fait systématiquement les mauvais choix. À chaque fois qu'il se retrouve devant deux portes, il prend tout le temps la mauvaise. Et je me suis emparé de ce sujet-là parce que mon père était éducateur à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse. Mais j'étais trop petit pour savoir ce que c'était. Et donc, on me demandait, il fait quoi ton père? Je disais, il bosse à la PJJ. Mais PJJ, c'était 3 lettres que je sortais comme ça et je ne savais absolument pas ce qu'il y avait derrière. Et devenu journaliste, on vous ouvre certaines portes avec une carte de presse. Et il avait quitté ça, la PJJ. J'avais envie de savoir. Et je savais qu'il avait gardé des contacts avec des gamins qui n'étaient plus des gamins, qui avaient grandi, qui avaient fait leur vie, qui s'étaient mariés, qui avaient des gosses. Mais il était encore en contact avec eux. Donc ce lien-là, qui perdurait malgré les années, j'avais envie de revenir à la base. Comment est-ce qu'il s'était noué? Et donc là, pour le coup, j'avais vraiment l'idée d'y passer du temps et de peut-être réussir à écrire une histoire qui sortirait du cadre d'un article et qui peut-être finirait dans un livre. Mais pour le cas de Toumani, j'ai été pris à mon propre piège. C'est-à-dire que j'ai lu un article sur lui et des articles sur des délinquants, j'en ai lu plein. J'ai fait beaucoup d'articles aussi en tant que journaliste dans des cours correctionnels. Et il a juste prononcé une phrase qui m'a touché, c'est qu'au lieu de s'adresser au juge qui allait le condamner pour une 15e affaire de cambriolage et de dire je vous jure c'est fini, faites-moi confiance, c'est la dernière fois, me remettez pas en prison, il s'est adressé aux journalistes en disant s'il vous plaît, faites attention à ce que vous allez écrire parce que mon fils aîné a appris à lire. Et cette toute petite phrase-là
je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne se connaissait pas. Elle m'a touché suffisamment pour que je me dise ce mec a l'air intelligent, ce qui est quand même un bon début pour s'intéresser à quelqu'un. Et j'ai envie de le rencontrer. Et donc, je lui ai écrit une lettre. Et en fait, je lui dis que j'ai été pris à mon propre piège parce que ce piège, c'est la lettre. Pourquoi est-ce que je lui ai écrit à ce moment-là? Parce que, pour être un peu honnête, en tant que journaliste, il y a une lumière qui s'allume un peu dans le cerveau qui dit « Tiens, peut-être c'est une bonne histoire ». Et en même temps, sincèrement touché par ce qu'il a dit, j'ai envie de le soutenir. Je sais qu'il est en prison, qu'il va y rester pour un certain temps. Sauf que je vais le rencontrer et quand ça a mis du temps avant qu'il vous réponde. Ouais, il met 1 an pour me répondre. Et quand il me répond, je suis plus journaliste salarié, j'ai démissionné de mon poste à 21 et j'ai pas de rédacteur en chef. Donc j'ai personne qui me dit alors t'es sur quoi? Ou alors quand est-ce que tu me le rends ton article? Ou t'es libre. Donc j'y vais et j'écris rien, je dis rien non plus à mon éditrice, juste je continue de le voir tous les mercredis. Sauf qu'au bout de 2 ans, eh ben, j'y vais plus par conscience journalistique ou j'y vais parce que ce mec, je tiens à lui et que j'ai vraiment envie qu'il s'en sorte. Et du coup, je peux pas faire autrement que de continuer d'y aller. Et un jour, la prison remarque qu'en fait, j'y vais sous le couvert d'être un proche de la famille, alors que je suis journaliste et que je me suis pas déclaré parce que je connais quand même un petit peu l'administration pénitentiaire. Je sais que si je m'étais déclaré en tant que journaliste, je n'aurais pas eu accès à lui. Et donc là, je me fais virer. Ils me disent courrier recommandé arrivera lundi, c'est fini, les parloirs, machin. Et je le prends comme une injustice. Et là, je commence à me dire, en fait, cette histoire, j'ai envie de l'écrire. C'est pour ça que, par rapport au premier, où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait une démarche vers le livre. Là, il y a eu maturation. Là, j'ai l'impression que le livre m'a un peu rattrapé après 2 ans, même un peu plus de 2 ans, quoi. Le point commun de vos livres, si je peux me permettre, entre autres, peut-être, c'est que vous racontez tous un peu des destins cabossés. En même temps, les personnes à un destin linéaire. Vous, avec ces jeunes, avec Toumani Coulibaly, quand même, qui est un être qu'on adore, mais on se demande pourquoi il fait autant de bêtises. Charlotte Salomon, il n'y a pas de mots pour expliquer combien elle a souffert depuis l'enfance, depuis toujours. Vous-même, vos personnages ne sont pas toujours épargnés. Les femmes, elles en bavent, elles s'accrochent, parfois malgré elles, surtout dans des situations. Garçons aussi, Célim, on ne va pas trop dévoiler, mais voilà, c'est pas. Est-ce que ce sont ces personnages-là qui sont les plus attachants qu'on a envie de développer? Est-ce que ce sont plus humains? Est-ce que c'est ceux-là qu'on a envie de porter quand on écrit des livres? Moi, en tout cas, dans mon travail, c'est vrai que je suis vraiment toujours attirée par ce type de personnages, par des personnages souvent aussi... Et parlons pas d'une chanson douce, pardon aussi. Oui, une chanson douce, et puis même, j'allais dire, dans Le Jardin de l'Ogre, c'est peut-être le personnage le plus noir sur lequel j'ai écrit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages qui ont plusieurs faces, qui ont un visage social qui peut souvent paraître très rayonnant, très affable. Et ce qui m'intéresse, c'est la possibilité pour le romancier d'aller regarder derrière. Très souvent dans la vie, je me sens frustrée par le fait que je rencontre des gens dont je sens très bien que ce qu'ils me donnent à voir ne résume absolument pas ce qu'ils sont, et que je sais pas, j'ai une sorte j'ai l'impression de 6e sens pour ça. Je sens les secrets des gens, les choses qu'il y a derrière, et très souvent dans des conversations tout à fait banales et prosaïques, j'ai envie de me mettre devant la personne et lui dire allez, maintenant dis-moi la vérité, qui tu es, qu'est-ce que tu caches, et donc j'écris en général sur ça, parce que le romancier, plus encore que même que le cinéaste ou que n'importe quel artiste, a vraiment la possibilité d'entrer à l'intérieur de l'esprit de quelqu'un, d'aller explorer au plus profond de son âme, et de créer ensuite une cohérence sur la base de choses totalement imaginées, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc oui, ce sont les destins qui me plaisent le plus. Et puis comme je travaille beaucoup sur les femmes, et sur des femmes dans un pays comme par exemple comme le Maroc, dans les années 50, évidemment ce sont des destins qui sont des destins difficiles, parce que ce sont des vies où vous n'avez pas d'abord la possession de votre propre corps ne vous appartient pas, il appartient à votre père, il appartient à votre frère, à votre mari, il appartient à l'État. Donc déjà vous n'êtes jamais considéré comme un citoyen à part entière. Et puis ce sont des femmes qui ne peuvent pas s'émanciper comme elles le voudraient, qui ne peuvent pas étudier comme elles le voudraient. Ce sont des femmes qui sont obligées tous les jours de demander de l'argent pour aller faire les courses, qui vivent dans une position
d'humiliation, de demandes constantes et dont les rêves doivent toujours rester plus ou moins secrets. Donc ça me touche beaucoup, ça me bouleverse. David ? Oui. En tout cas, c'est vrai que vous aussi, quand au fur et à mesure de vos livres, beaucoup de personnages très cabossés, très brisés. Très... Oui, tout à fait. En tout cas, je comprends mieux maintenant pourquoi quand je prends un café avec Leïla, au bout de 10 minutes, elle me demande ce qui va pas. Tu vas le chercher, c'est vrai, toujours. Moi je me suis rendu compte, c'est assez étonnant parce que, bon, d'abord, je crois que ça serait un peu compliqué d'écrire un roman sur quelqu'un qui irait incroyablement bien, pour qui tout serait merveilleux. La problématique serait un peu compliquée à trouver, quoique... Ça peut être un challenge. Tiens, je cherchais une nouvelle idée là, peut-être un livre sur le... Non, de toute façon le bonheur est toujours un peu dépressif. Et donc moi, je me suis rendu compte, alors que j'avais toujours le sentiment d'écrire des livres contre les précédents, de changer d'univers, d'essayer de me renouveler. Après le succès de La Délicatesse, on m'avait dit, bon, maintenant tu fais toujours le même type de livre, La Délicatesse 2, La Délicatesse 3. Immédiatement, je me suis dit, non, il faut toujours partir ailleurs. Donc j'ai écrit Charlotte, j'ai écrit Le Mystère Henri Pic, j'ai alterné des livres légers, j'ai alterné des livres plus graves. Mais tous finalement avaient ce point commun. C'était finalement toujours la même histoire de la rupture, de la brutalité, de l'échec à un moment donné dans un parcours et de la nécessité de se réinventer. Et c'est vrai que j'ai compris, même quand j'ai publié La Délicatesse, à l'époque j'ai reçu énormément de lettres ou de messages. C'était une histoire d'amour entre une veuve et un Suédois dépressif. Je suis ni veuve ni Suédois dépressif, mais j'avais reçu beaucoup de lettres de femmes qui avaient perdu leur mari, qui me demandaient comment je m'étais approché si proche finalement de ce qu'elles avaient pu ressentir. C'est ce qu'on vit évidemment en tant qu'écrivain très souvent. Mais je me suis rendu compte que cette fêlure-là, c'était la mienne, c'était ce que j'avais vécu. Moi j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans, j'ai passé des mois à l'hôpital. J'ai été opéré du cœur et je me suis rendu compte que dans tous mes livres, finalement, aussi différents puissent-ils être, je racontais toujours la même histoire. Et le dernier, je suis quand même très très loin, enfin entre moi et un garçon qui a passé le casting d'Harry Potter. L'échec suprême. Moi, à 10 ans, j'étais loin de passer un casting. Hein. J'ai été... Bon, bref, je vous raconte pas, mais ça allait pas, quoi. Et bref, et donc, finalement, j'ai raconté en permanence cette nécessité à un moment donné dans chaque parcours d'aller surmonter les choses, d'aller comprendre la valeur de ce qu'on a raté, d'aller finalement devoir écrire une nouvelle vie. Et c'est vrai que j'ai compris aussi que c'était le cœur de mon obsession pour Charlotte Salomon, qui a mis ça au centre de son œuvre avec une phrase incroyable. Elle a écrit cette phrase, elle a écrit « Il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement ». Et je me suis rendu compte que c'était vraiment, comment dire, le slogan de mes livres. Et encore une fois, voilà, on est dans aller chercher des personnages comme ça en fêlure, c'est aussi une tentative, je crois, pour les écrivains, pas de les réparer, mais de les accompagner. Vous avez une phrase de Churchill que vous aimez bien répéter sur l'échec. Ah oui. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'adore cette phrase. Ouais. C'est un peu, je vais me la mettre en épitaphe. C'est Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je pense que ça nous parle bien, ça. Vous, Toumani, il est sorti de prison, hein? Ouais, il est sorti. Très récemment. Ça fera 1 an le 16 février. Ouais. Et moi, pour rebondir à ce qui a été dit, je me sens quand même journaliste, même si j'écris des livres qui se mélangent un petit peu à la rentrée littéraire. Et je ne me sens pas capable de faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'inventer des histoires et des personnages qui sont crédibles et qui se lisent sans jamais se dire là, il m'embarque dans un truc, j'y crois pas du tout. Et parce que justement, je trouve sur le terrain, en rencontrant des gens et en ayant sincèrement envie de raconter leur vie, des histoires que je serais incapable d'inventer. Et je rejoins un peu ce que tu dis, Leïla, sur les personnes qui deviennent des personnages à plusieurs faces, plusieurs facettes. C'est qu'on a souvent envie de les caricaturer, on a souvent envie on est rempli de clichés, que ce soit au cinéma, à la télévision. On a envie qu'il y ait un méchant, un gentil et que la vie soit simple comme ça, quoi. Et la réalité est plus complexe. Et cette complexité-là m'intéresse parce que je ne suis pas capable de l'inventer. Donc je me sens encore un peu journaliste de ce côté-là. Ouais.
Il y a une chose assez intéressante, je trouve, si je peux me permettre, dans votre ouvrage, c'est qu'en filigrane, vous vous racontez, vous vous révélez, et on sent que en direct, au fur et à mesure de l'écriture de votre ouvrage, vous prenez confiance du pourquoi, de l'intérêt de ce personnage-là, Toumani, et on comprend mieux votre appétence ou votre attrait pour la prison, pour la course, etc. Expliquez-nous, est-ce que vous-même, vous avez découvert des choses sur vous en écrivant cet ouvrage ? David dit qu'il écrit toujours le même livre, en tout cas à peu de choses près. Moi, je me suis rendu compte que ça faisait... J'ai 33 ans, j'ai commencé à écrire à Libération à 22 ans. C'est une toute petite carrière, mais en regardant ça, je ne pouvais pas ne pas voir que chaque année, je faisais des articles sur la prison. Je passais un mois en immersion à Fresnes. J'avais visité déjà les 3/4 des prisons de France. Vous aviez été aux États-Unis. Je pouvais toujours me dire, bah non, c'est l'actu qui me tombe dessus, c'est mon rédacteur en chef qui veut tout le temps m'envoyer. Non, la vérité, c'est qu'il y a un truc en toi qui t'emmène là-bas, systématiquement. Et si tu veux te bercer d'illusions, tu peux continuer à croire que tu n'y es pour rien et que c'est le hasard. Mais si tu es un peu honnête envers toi-même, regarde-toi vraiment au plus profond de tes failles et tu vas comprendre pourquoi ça fait 2 ans que tous les mercredis, tu te lèves à 5h du mat pour aller voir un inconnu au parloir. Et ça, il a fallu que l'administration pénitentiaire me vire de cette prison pour que je commence à entendre des gens autour de moi qui me disent « mais c'est bizarre d'être mal comme ça alors que ce gars, tu n'as pas grandi avec lui, tu ne le connaissais pas quand tu étais en primaire, c'est pas un pote à toi. Ok, vous avez le même âge, vous avez grandi au même endroit, mais des mecs qui sont en 88 dans l'Essonne, il y en a un paquet et pourtant tu t'intéresses pas à eux, donc pourquoi lui ? Et surtout, pourquoi tu fais ça ? Et cette question, pourquoi tu fais ça ? J'imagine qu'en tant qu'écrivain, on se la pose quand même assez régulièrement parce que on est forcément amené à mettre ses tripes sur la page et à être capable de défendre un livre encore 7 ans, 8 ans après. En tant que journaliste, c'est quelque chose qu'on refuse de se poser comme question parce que y a une espèce de machine à laver de l'information qui fait que on part sur un sujet rapidement, on oublie celui-ci pour aller sur un autre. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question. En tout cas, moi, je sais que ce livre n'aurait pas existé si je ne m'étais pas posé cette question. Et je n'aurais pas pu employer le jeu JE, qui n'était pas du tout un procédé que j'avais utilisé pour le premier, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une légitimité à raconter cette histoire de prison, tout simplement parce que la prison était déjà en moi. Depuis la jeunesse, depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence, parce que quand j'ai sorti ce bouquin, il y a un pote qui m'a écrit sur Instagram, qui m'a dit « Oh, ma prof m'a filé ton livre. » Je dis « Mais attends, comment ça, ta prof, t'as 33 ans, t'es pas allé ?» Il me dit « Ah ouais, non, je t'ai pas dit, je suis à Fleury, trafic de stupes. » C'est un mec qui a un master, hein, bac plus 5 en droit. Et c'est des histoires banales. Enfin, des mecs comme ça, j'en ai plein. Et si je mets un voile là-dessus, je peux me persuader qu'en fait, non, la prison, c'est un sujet comme un autre. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais partir sur autre chose. Non, la vérité, c'est que lui, plus plein d'autres, on construit brique par brique un truc qui, au bout d'un moment, devient inévitable et il faut se le coltiner, quoi. Il reste à peu près 5-10 minutes. Je pense que ça peut être l'occasion pour vous de poser des questions, si vous en avez. J'en suis certaine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'interpeller les auteurs qui sont autour de nous ? Oui, alors, il y a un micro, cette fois-ci, c'est formidable. Je vous ai vu derrière, hein, pour lever la main. Je voulais juste demander combien de temps vous avez mis pour écrire vos romans. Bon, après, peut-être c'est différent pour chaque roman, mais et en particulier pour le premier. Voilà. Après, je sais qu'il y a les corrections des éditeurs et tout, mais je parle vraiment la première fois avant de l'envoyer à l'éditeur. Alors, pour ce qui me concerne, le premier roman que j'ai écrit, je ne l'ai jamais publié. D'abord parce qu'il était extrêmement mauvais et que j'ai mis énormément de temps à l'écrire. C'est souvent d'ailleurs, voilà, quand un livre est très mauvais, qu'on n'en voit pas le bout, on s'acharne. Donc moi, en réalité, avant d'écrire vraiment le premier que j'ai publié, j'ai essayé plein de choses, plein de sujets différents, et je me suis beaucoup cassé les dents, et je suis allée avec enthousiasme d'échec en échec. Et ensuite, dans le jardin de l'ogre, en fait, c'est venu d'un exercice que m'a donné mon actuel éditeur.
qui nous avait demandé d'écrire des incipits. Et donc j'ai écrit un incipit qui commençait par « Les hommes font très mal l'amour ». Et en fait, ça l'a mis dans une rage folle. Il m'a dit, on ne peut pas dire des choses comme ça, c'est dégueulasse, c'est quoi cette vision des hommes et tout. Et en fait, on est rentré dans une sorte de conflit, mais assez marrant. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de partir de cette phrase et de raconter l'histoire d'une femme qui penserait ça. Et c'est allé très, très vite. En fait, après, j'ai écrit, je pense, dans le Jardin de l'Ogre en 4 mois. Mais honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Je pense que la question du temps... C'est pas du temps concret entre la première ligne et la dernière ligne, c'est pas très significatif. Un livre, il s'écrit beaucoup quand il s'écrit pas aussi. Il s'écrit beaucoup dans des moments où vous pouvez être tout à fait au cinéma, en train de parler avec des gens, et c'est des moments qui vont débloquer qui vont vraiment débloquer des choses fondamentales. C'est beaucoup plus une question de disponibilité à votre sujet, de lâcher prise, d'abandon. Et cet abandon-là, en réalité, met beaucoup plus de temps. Donc, dans le Jardin de l'Ogre, j'ai mis 4 mois à l'écrire, mais je pense que ça a pris des années de ma vie pour arriver à ça. Et voilà. Et après, par exemple, vous voyez un roman plus historique, comme Le Pays des Autres. Là, j'ai fait presque 1 an de recherche pour 1 an d'écriture, mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas rester, faut pas s'angoisser sur cette question du temps. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir une histoire d'amour qui dure 4 mois et que vous oublierez jamais, et rester avec quelqu'un pendant 3 ans, et puis bon, il ne se passe pas grand-chose, c'est d'un ennui mortel. Vous voyez, le temps est très, très relatif en littérature comme dans tout, je pense. David, Mathieu ? Ben moi, comme Leïla, j'écris beaucoup quand j'écris pas. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, l'écrivain, c'est l'alibi absolu en toute chose. On peut passer la journée au lit et dire qu'on est en plein boulot, quoi. Donc c'est parfait. Sinon, mon dernier roman, j'ai mis à peu près 9 mois, 17 jours, 4 heures, 12 minutes et 8 secondes pour l'écrire. C'est précis ou pas? Ça vous va? Mathieu? Bah oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le premier, je l'ai écrit très vite, en 3 mois et demi, 4 mois. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses. La version finale ressemblait assez à ce que j'avais rendu. Et là, celui-ci, il m'a pris 1 an. Et 1 an à temps plein, à faire que ça. Disons que ça ne veut rien dire, en fait, 1 an, 3 mois, parce que si c'est 1 heure par jour ou 10 heures par jour, c'est pas pareil, quoi. Donc là, je faisais que ça, 10 heures par jour pendant 1 an. Donc sur la vie de quelqu'un qui a un boulot, c'est 5 ans, quoi. Oui. Madame? Bonjour. Déjà, merci pour la qualité de ces échanges qui sont... Pardon, je suis très intimidée. J'ai juste mes auteurs préférés sur scène, donc c'est assez intimidant même de vous poser une question. Mais j'essaye de profiter de ce bel événement pour tirer profit de mon expérience d'auteur et de pouvoir vous poser toutes les questions, évidemment, et pour enrichir cette belle expérience qui est l'écriture, même si c'est pas toujours très évident. Donc j'en profite. Il y a une phrase que vous avez dites tous les deux, Madame Slimani et Monsieur Fenkinos. Vous disiez, ça fait écho. Enfin, ce qui fait écho chez moi, pardon, c'est que vous disiez que vous écrivez beaucoup quand vous n'écrivez pas. Est-ce que vous entendez par là que ce que vous écrivez et que vous jugez qualitatif, si j'ose dire, ou intéressant dans votre travail d'écriture, sont les écrits que vous ne réfléchissez pas, qui viennent assez naturellement, pas dans un contexte où justement vous vous focalisez à produire des lignes. Est-ce que c'est ça que vous entendez? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que la sincérité d'une démarche, je ne sais pas si ça se comprend très bien ce que je dis là, mais je veux dire juste l'envie d'écrire, finalement, l'envie d'écrire quelque chose suffit à être quelque chose de qualité, ou est-ce qu'il faut, je ne sais pas, peut-être plus de travail structurel, ou est-ce que la sincérité d'une démarche dans l'écriture suffit à faire quelque chose de qualitatif? Vous, par exemple, Madame Slimani, comment est-ce que vous avez jugé que votre premier livre n'était pas bon? Qu'est-ce qui vous a
Alors d'abord pour votre première question sur le fait d'écrire quand on n'écrit pas, je crois que ce que ça veut dire, c'est que l'écriture, en tout cas je pense telle qu'on la voit, David et moi, et je pense en particulier dans la fiction, ça demande quand même une capacité d'invention. Vous créez une forme de réel qui pourrait être crédible, est un réel dans lequel il doit y avoir des détails, il doit y avoir des effets justement de réel, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, donc vous créez pratiquement un petit monde qui est cohérent et donc il faut le nourrir avec tout, avec des éléments extrêmement triviaux, comme avec des émotions, comme avec des films que vous allez voir. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous découvrez un mot dont vous ne connaissiez pas le sens, vous allez chercher le sens dans le dictionnaire et dans les jours qui suivent, vous entendez ce mot au moins 3 ou 4 fois. Et vous dites c'est très bizarre. Ce mot, je ne l'avais jamais entendu et d'un coup, il est là partout présent dans ma vie. C'est un peu la même chose. Vous êtes obsédé par une histoire et d'un coup, absolument tout ce qui vous arrive, vous avez l'impression que ça fait sens et que ça va nourrir votre roman. Donc vous êtes comme une sorte de fauve, comme un prédateur qui est là à l'affût de tout ce qui peut arriver. Et honnêtement, moi, quand j'écris un roman, je suis tout le temps à moitié absente. Et d'ailleurs, dans ma famille, ils le savent. Je leur parle, je leur réponds, mais ça m'intéresse très peu. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voler des choses d'eux. Je les observe, je regarde ce que je peux utiliser qui va nourrir mon roman. Pour moi, en tout cas, c'est un engagement total. C'est la chose qui compte le plus au monde dans ma vie. J'écris absolument tout le temps. J'écris quand je dors, j'écris quand je mange. Je ne pense qu'à ça. Et quand je dis j'écris, c'est pas forcément que j'ai un stylo dans les mains, mais je vais même vous dire un truc horrible. Parfois, quand je pense à des choses terribles qui pourraient m'arriver, je pense toujours à mon Dieu comme ce serait terrible. Et la deuxième chose que je pense immédiatement après, mais je pourrais écrire un livre dessus. Vous voyez, c'est ce que je dis dans mon livre Parfum des fleurs de la nuit, ce que dit Monterland, les écrivains peuvent être même des monstres. Moi, je connais quelqu'un qui a écrit des livres sur chaque membre de sa famille. Il les a mis au coffre. Et il m'a dit, à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir, pam, je sors le livre immédiatement. Le livre est prêt, quoi. Juste, il rajoute un petit prologue, un petit truc et tout. Et il ne pense qu'à ça. C'est qui? Je te dirai après. C'est une femme. Tu vas te marrer. Ouais. Ah oui, je vois qui c'est. Tu sais qui c'est? Et pour la deuxième chose, pour la sincérité, honnêtement, ça ne suffit pas. Évidemment que ça ne suffit pas. Sinon, les enfants seraient tous des merveilleux écrivains. Mes enfants écrivent des choses sincères, parfois magnifiques, mais ça ne suffit pas. En littérature, la sincérité, c'est pas un problème éthique, c'est un problème esthétique. Il ne s'agit pas d'être sincère dans le sens où on vous demande d'être sincère dans une histoire d'amour. Il s'agit d'être sincère dans la façon dont vous vous engagez pour cet art. Et vous pouvez défendre des choses absolument terribles. Vous pouvez dire des choses immonde. Enfin, la sincérité, c'est la façon dont vraiment vous allez vous engager dans la littérature. Et évidemment, non, la sincérité ne suffit pas. Il faut autre chose. Il faut du style, il faut une histoire, il faut une cohérence. Oui, si la sincérité suffisait, ce serait sans doute plus simple, mais en même temps, la littérature ne serait pas ce qu'elle est, n'aurait pas cette complexité et cette force. David ? Non, moi j'ai rien à ajouter. Sauf que nous aussi, nous étions très intimidés parce que vous êtes notre lectrice préférée. Donc voilà, je trouve que t'as assuré Leïla parce que quand même... Mathieu ? Non, j'ai rien à dire d'intelligent de plus. C'est le problème aussi de faire des tables rondes avec Leïla Slimani, quoi. Il y avait une chose que je trouve amusante à propos d'éponger, etc. C'est vrai que quand on écrit des ouvrages, et pardon, moi-même j'en écris, on se rend compte parfois dans le processus d'écriture qu'on va piller des choses, mais qu'on a connues il y a 5, 10, 15, 20 ans, d'une histoire que quelqu'un vous a confiée un jour au détour d'une table, dans un bar, enfin n'importe où, et d'un seul coup, elles vous reviennent en pleine face et elles deviennent des évidences dans votre ouvrage et elles trouvent exactement la place, et alors que ça n'a pas du tout été prémédité ou anticipé. Oui, absolument, mais là il y a un travail presque de l'inconscient, puis on ne sait pas pourquoi telle phrase que quelqu'un nous a dite un jour, elle est restée vraiment, alors elle n'a pas forcément
je sais pas, plus de force ou plus de sens qu'une autre, et pourtant elle va s'accrocher, et parfois des années après elle revient. Mais moi je me souviens qu'un jour mon fils m'avait demandé de venir dans sa classe parler de mon métier et tout, et je me suis dit c'était vraiment, ils étaient tout petits, peut-être en CM1, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va les ennuyer de parler des écrivains, et du coup j'avais fait le choix d'en parler de manière très négative, enfin en leur disant bah voilà, les écrivains en fait c'est des menteurs, c'est des voleurs, puis ils étaient tous waouh, donc du coup ils avaient tous envie d'être écrivains, parce qu'en fait vous vous rendez compte que vous faites plein de choses qui dans la vraie vie ne sont pas permises, mais vous passez votre temps à voler des choses, à raconter des choses qui sont pas vraies, et c'est assez jouissif. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, peut-être? Là-bas, très bien. Bonsoir. Je vous ai entendu, je m'adresse à Madame Slimani. Hier soir, je vous ai entendu, aujourd'hui encore. Et vous donnez l'impression que la réalité, c'est ce qui dirige votre travail, c'est ce qui vous anime. Et surtout, c'est les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage d'imagination? Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on est en plein récit et à aucun moment on est en train de lire un roman. À aucun moment on est en train on est face à des inventions, mais franchement des pures inventions de l'imagination de l'auteur, que l'art, c'est forcément le vécu. Et est-ce que vous ne vous posez pas la question, quand est-ce que la littérature n'est plus un art? Ou c'est peut-être pour ça que vous êtes au livre citoyen? Moi, personnellement, tous mes romans sont des romans de fiction, sont des romans d'imagination. Je n'écris pas de romans qui soient comme on dit aujourd'hui, comment on appelle ça, des exofictions ou de l'autofiction ou des fictions inspirées du réel. C'est pas du tout mon type de littérature. Mais moi, je vais vous dire une chose, le réel, je n'y crois pas du tout. Je n'ai jamais cru au réel. Je crois que le réel n'existe pas. Je crois qu'il n'existe que de la fiction, que du récit. Tout ce qu'on vit est déjà transformé par le langage, par la façon dont on le racontera, par la façon dont ça nous sera raconté, est déjà transformé en récit. Le réel pur et dur, moi je ne sais pas ce que c'est. Je ne crois pas qu'on puisse réellement y accéder, ça me paraît impossible. J'ai l'impression que tout est fiction, et à l'inverse, quand je suis profondément plongée dans l'écriture de mes livres, rien ne me paraît plus réel que mes personnages. Ce sont des gens avec qui je vis, ce sont parfois même des amis. Le personnage d'Adèle, par exemple, parfois, dans des moments de très grande mélancolie, quand je suis en train de marcher dans certaines villes, je la vois. Vraiment, elle est là. Elle monte dans le bus avec moi, je la vois avec son air triste. Je la connais vraiment intimement. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, qui fera partie de ma vie, je pense, jusqu'à ma mort. Après, est-ce que le fait qu'aujourd'hui la littérature, comme beaucoup d'arts créatifs, le cinéma, soit obsédée par le réel et soit dans une forme de désir de toujours dire au lecteur, au spectateur, venez voir parce que c'est vrai, intéressez-vous à cette histoire parce qu'elle est vraie. Est-ce que ça, finalement... Excusez-moi de vous couper, c'est l'impression que vous donnez, parce qu'un vécu, c'est une réalité. J'ai pas compris, pardon, ce que vous avez... Un vécu, c'est une réalité. Vous vivez avec votre... Oui, c'est une réalité, mais le simple fait que vous le racontiez, la façon, vous allez vivre une expérience, vous allez me la raconter, cette même expérience, imaginons que votre sœur me la raconte de son point de vue, puis moi, écrivain, je décide de prendre cette expérience, de la raconter, on la racontera tous différemment. On peut tous, là, se retrouver, on est à cet endroit, quand nous partirons, il aura eu une certaine expérience de ce moment, et moi, une autre. Quelqu'un qui nous entendra en parler aura peut-être même l'impression qu'on n'a pas vécu du tout la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le point de vue prime en réalité bien souvent sur
d'une certaine façon, les faits. Qu'est-ce que c'est les faits? Et nous, on n'est pas, justement, moi, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de devoir moral de reporter un fait, mais au contraire, de le sublimer, de le transformer pour y aller y chercher ce qu'il y a d'émotion, ce qu'il y a d'universel aussi dedans. Donc c'est vrai que parfois, ce que je disais, cet attrait pour le réel peut donner l'impression qu'on fait moins confiance à la littérature comme art. Là encore, votre réponse pose problème. Désolée de vous dire ça. Je propose, pardonnez-moi, je propose que vous poursuiviez. Pardon. En fait, il faut qu'on libère la salle. Je propose que vous poursuiviez après, parce que les auteurs vous vont être passiez la soirée avec Léla. Mais ne vous vexez pas, ce n'est pas. J'ai l'impression que tout est structure dans votre réponse. Excusez-moi, madame. Il faut que nous. La conversation peut se poursuivre, mais pas maintenant. Excusez-nous. Peut-on encore être un lecteur engagé? Oui. Voilà. Mais par contre, vous pouvez retrouver Mathieu Palin, Laïla Slimani et David Fuenquinos en dédicace pour leurs 3 ouvrages. Vous verrez que ce sont 3 ouvrages très différents, très forts. Vous verrez combien Mathieu Palin a mis du sien et au plus près la réalité aussi, tout en mettant du sien dans son ouvrage. Vous pouvez continuer. Derrière, surtout, allez-y, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour vos questions qui étaient très qualitatives. Merci. Merci Anne-Marie. Merci à vous. Merci Anne-Marie.